OK, donc juste m'assurer que vous voyez bien bel et bien le bon écran, c'est-à-dire le plan de la présentation. C'est ce que vous voyez? Oui. Parfait, merci. Alors, mon nom, c'est Marilyn Nadeau, je suis conseillère pédagogique au Cégep de Rivière-du-Loup. J'utilise Moodle depuis déjà plus de 15 ans et je découvre chaque jour encore des nouveautés, des petits trucs, des petits twists de Moodle. Il faut dire que Moodle, c'est un outil qui est extrêmement puissant. Donc, quand on l'apprend, il faut y aller à petite dose. Sinon, on se décourage. C'est d'autant plus important d'y aller à petite dose quand il s'agit des tests. Donc, aujourd'hui, je vais d'abord vous parler des paramètres des tests. Tout le cœur d'un test, c'est dans le paramétrage de celui-ci. Ensuite de ça, on va regarder les principaux types de questions. Il y en a beaucoup, vous allez voir. Aujourd'hui, je fais les essentiels, ce qui va servir à la majorité. Je ne toucherai pas les questions de mathématiques. Juste les questions de mathématiques à elles seules nécessiteraient une formation. Et je vais rapidement vous faire un petit clin d'œil pour une distinction entre le visuel d'un test dans Moodle versus un test, une question quiz dans H5P. Et évidemment, vous aurez le temps de poser vos questions. Ça va pour ça. Donc, c'est parti. J'ai créé un cours dans lequel je vais vous parler des différents types de questions. D'abord, quand vous voulez créer une activité de test, vous vous rendez dans la section pour laquelle vous voulez créer une activité de test. Vous allez dans « Ajouter une activité ou une ressource » et vous choisissez, parmi toutes les activités, vous choisissez le test. Alors, je profite de la description qui est ici pour vous dire tout ce que vous offre la possibilité de test. Les tests, ils peuvent être utilisés pour des évaluations certificatives. Donc, moi, dans mon cégep, j'ai beaucoup d'enseignants qui utilisent Moodle, l'activité Moodle pour faire des tests, même pour des examens, des épreuves terminales. Ce sont des profs qui sont suffisamment avancés pour aller évaluer le développement de la compétence à l'intérieur d'un test Moodle. Vous pouvez l'utiliser comme mini-test, aussi comme exercice pour un examen, donc autrement dit pour des formatifs, et vous pouvez l'utiliser pour de l'auto-évaluation. Ça, quand on fait des cours autoportants, on peut faire des tests qui se corrigent automatiquement et qui donnent de la rétroaction suffisamment précise à notre élève pour qu'il puisse lui-même faire l'auto-évaluation. Donc, je vais choisir l'activité test. Et j'ajoute. En ajoutant l'activité test, là, c'est là qu'on entre dans le cœur du sujet. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut paramétrer. Je vais vous montrer l'essentiel et vous pourrez jouer, faire des tests par vous-même par la suite. Donc, j'arrive par défaut. Dès que j'ajoute un test, j'arrive sur la page de paramètres. Et là, vous regardez, probablement que l'activité test, là, c'est celle-là qui comporte le plus de paramètres. Premier paramètre, évidemment, il faut mettre un titre. Quand c'est en rouge, c'est obligatoire. Donc, je vais mettre, c'est le nom de votre test. Formation sur les tests de PADIO. Vous donnez un titre à votre examen. Ça pourrait être épreuve terminale, examen intrasessionnel. Une description, ce n'est pas nécessaire.
Puis même, je vous dirais, ça alourdit inutilement. Si vous en mettez une, il faut cocher ici pour qu'elle apparaisse sur le dessus de votre page frontispice. Si vous ne cochez pas ça, ben, il y aura seulement vous qui verrez la description de votre. Le temps. Ça, c'est très, très utilisé par les enseignants, c'est-à-dire que vous pouvez à l'avance créer votre test et vous n'avez pas besoin de le cacher inutilement sur votre page d'activité si vous mettez que votre test sera disponible uniquement. Moi, je ne veux pas, là, je veux construire mon test aujourd'hui, mais je ne veux pas qu'il soit disponible avant le 26, supposons. Bien, je viendrai inscrire ici 26 octobre. Ouvrir ce test seulement le 26 octobre à 13 h. La fermeture du test, bien évidemment, vous n'avez pas besoin nécessairement de mettre une fermeture de test, mais on dirait que ça rassure les enseignants d'en mettre une. Donc, souvent, je vous dis, ce que je leur conseille, c'est de mettre, s'ils prévoient un test d'une durée d'1 heure, bien, de laisser le test ouvert au moins 3 heures. Si vous voulez que les élèves s'exercent plusieurs fois, autrement dit, vous voulez faire un formatif, bien, vous allez mettre une date d'ouverture, mais vous n'allez jamais mettre de date de fermeture, de telle sorte que les élèves ils vont pouvoir y aller plusieurs fois pour se pratiquer, pour faire le test. Ça va? Donc, ouvrir le test, ça rassure énormément les enseignants. Ils préparent leur test à l'avance, puis ils savent que leur test ne sera jamais, il va s'ouvrir automatiquement sans que personne soit derrière. Il va s'ouvrir automatiquement à l'heure et à la date proposée. Le temps disponible, bien évidemment, j'ai des enseignants qui vont mettre une date de fermeture, là, puis qui vont tenir compte du temps pour faire l'examen. Autrement dit, ils vont l'ouvrir à 1 heure, puis ils vont fermer à 2 heures. Quand vous mettez un temps ici de disponible, ça peut être un stress supplémentaire pour l'élève parce qu'il va y avoir une petite fenêtre, un petit chronomètre dans le haut de l'écran qui va lui dire combien de temps il lui reste pour faire un test. Donc, ce qu'on dit souvent en évaluation des apprentissages, c'est que si la contrainte de temps n'est pas essentielle, ne la mettez pas parce que ça nuit à l'élève plus que ça l'aide. Est-ce que vous comprenez bien la distinction que si je fais ici fermer le test 2 heures plus tard, il n'y aura pas de chronomètre qui va être affiché. Si je mets ici le temps requis pour faire l'examen, il va y avoir un chronomètre. Ça va jusque-là? Lorsque le temps est imparti, je vous conseille de toujours mettre la tentative en cours est envoyée automatiquement. Qu'est-ce que vous avez comme autre possibilité? C'est que si vous mettez un temps, par exemple ici, et que l'élève n'a pas eu le temps d'envoyer avant l'échéance, il va tout perdre son test. Un laps de temps supplémentaire est donné pour envoyer le test. Il ne sera pas permis de répondre aux questions durant cette période. Entre vous et moi, ça ne sert pas à grand-chose, cette possibilité-là. Autrement dit, il va pouvoir réouvrir son test, il va pouvoir l'envoyer plus tard, mais il ne pourra pas changer ses questions. Personnellement, là, moi, je ne vois pas d'intérêt à cette option-là. Donc, vous choisissez la tentative est envoyée automatiquement. La note. Bien, si vous n'avez pas créé de carnet de notes dans votre cours Moodle, bien, c'est sûr que ça va vous apparaître ici sans catégorie. OK? C'est pas grave. La note pour passer, ben, vous pouvez en mettre une si vous voulez que, dans le fond, l'élève réussisse absolument ce test-là avant de passer à un test suivant. C'est juste à ça que ça sert, la note pour passer. Le nombre de tentatives autorisées, et ça, c'est hyper important. Même si votre intention, vous, professeur, c'est de dire « mon élève, il n'aura droit qu'à une seule tentative ». D'accord? Il faut quand même, tant et aussi longtemps
que vous n'êtes pas prêt à mettre votre examen en ligne, tant et aussi longtemps que vous n'avez pas testé et retesté votre test, laissez le nombre de tentatives en illimité. Parce que chaque fois que vous allez faire un test, si vous avez mis juste une tentative ou deux tentatives ou trois tentatives, quand vous allez arriver au bout des tentatives, Moodle ne vous permettra pas de refaire le test. Il ne vous permettra pas de corriger des questions. Dès que vous êtes prêt à l'ouvrir à vos élèves, vous pourrez, à la dernière minute, aller mettre une tentative. Mais sinon, laissez ça en tentative illimitée. Ça va? Méthode d'évaluation, encore là, je vous suggère de laisser ça comme ça et de faire en sorte que c'est la dernière tentative de l'élève qui sera comptabilisée. Mise en page. Mise en page, c'est hyper important. Le conseil que je vous donne ici, c'est que je vous suggère de faire une nouvelle page pour chaque question que vous allez mettre dans Moodle. Autrement dit, si vous avez un test de 30 questions, ben vous allez avoir 30 pages. Pour l'élève, ça ne fait pas tant de différence. Il répond à une question, on va lui inviter, il va avoir un bouton page suivante, page suivante, page suivante. Pourquoi on vous suggère de faire ça? C'est que si je suis rendue à ma question 10, j'ai 10 pages qui ont déjà été faites et qu'il y a une panne de réseau ou une panne d'électricité, mes 10 premières pages, ils vont être enregistrées automatiquement. Je n'aurai pas rien perdu. Si vous avez tout mis ça sur une seule page et que je suis rendue à la question 12, bien, je vais tout perdre, ce que je viens de faire. Donc, ce n'est pas beaucoup plus compliqué de faire pour chaque question sur une nouvelle page. Oui, Marie-André? Oui, j'ai une question. C'est que ça, je n'avais pas réalisé ça, là, chaque question sur chaque page, là, mais je le faisais pareil. Mais si, disons, un élève a commencé son test, il y a une semaine pour le faire, c'est du formatif. Il y a une semaine pour le faire, il fait les 5 premières questions. Là, bon, je ne sais pas, c'est l'heure de son cours. Fait que là, il ferme son module, puis il revient, son test va se réouvrir avec les 5 qu'il a déjà répondu, à condition qu'il y ait chaque page. C'est une excellente question. Ici, là, vous allez avoir, oui, effectivement, ça va lui demander s'il veut poursuivre où il est rendu. OK. Exactement. Donc, une question. Bon, ici, là, je vais peut-être aller un petit peu vite. Donc, mise en page, on vous suggère une question par page. Si je vais ici, dans la méthode de navigation, vous avez remarqué, c'était caché, là. J'ai fait afficher plus. Il y a une raison à ça, c'est que ce n'est pas suggéré d'aller modifier ça ici, là, libre. Parce que si vous mettez séquentiel, ce que ça va faire, c'est que l'élève, il va devoir, il ne pourra pas jamais revenir en arrière. C'est vraiment pas une bonne idée, là, de faire ça. Donc, on vous suggère de laisser la navigation libre. Comportement des questions. Et là, c'est là qu'on arrive dans du jus un peu, là. C'est-à-dire mélanger les éléments de question. Ça, évidemment, on vous les conseille. Faites attention ici, les éléments de question, regardez ce que ça dit, c'est que si cette option est activée, les propositions de réponse seront mélangées aléatoirement. Ça veut dire vos choix multiples, vos mots associés. C'est vraiment vos propositions de réponse qui vont être mélangées. Si vous voulez mélanger l'ordre des questions, je vais vous montrer, ce n'est pas dans les paramètres qu'on fait ça, c'est dans la construction du texte. Donc ici, moi, je suggère toujours à mes enseignants de, oui, mélanger les éléments de question. Comment se comportent les questions? Alors là, est-ce que vous voulez que l'élève reçoive, il y en a beaucoup là, je ne vous montre pas
tous ceux-là, mais je vous en montre deux. Est-ce que vous voulez, dans le fond, qu'ils reçoivent une rétroaction immédiate? Quand on fait du formatif, on demande une rétroaction immédiate. Ce que ça fait, c'est que quand j'ai une question, je suis un élève, je réponds, on va me donner la possibilité de vérifier ma réponse, puis on va me donner du feedback. On va me dire, ta réponse est bonne, je te conseille de passer à l'autre question. C'est moi, le prof, qui décide du feedback que je donne. Ça, c'est si ma rétroaction est immédiate. Pour le formatif, c'est intéressant de faire, c'est même essentiel de faire ça. Pour un sommatif, les enseignants ne font pas ça parce que, évidemment, quand j'ai plusieurs groupes, ça indique aux élèves s'ils ont eu une bonne réponse ou pas. Donc, ils peuvent se donner les inputs d'un groupe à l'autre. Alors, si c'est du sommatif, on va plutôt dire utilise la rétroaction a posteriori. Ça veut dire que l'élève, au terme de son examen, il va recevoir une note. Si c'est tout un test qui se corrige automatiquement, il va recevoir une note. Il va partir satisfait de son examen, mais il ne sait pas quelle question il a eu bon ou pas. Ici, là, ça répond un peu à la question de Marie-André. Donc, chaque tentative complète la précédente. Ça en soulève une autre. C'est que moi, j'ai toujours cru que c'est lorsque l'élève envoyait son test, là, il reçoit sa rétroaction. Il me semble que c'est ça, a posteriori. Je vais vous le montrer tantôt. A posteriori, il va recevoir une. Ah oui, mais attendez un petit peu là. C'est que ici, dans les options de relecture, j'ai beaucoup de possibilités là. Ici, là. A posteriori, ici, comment se comportent les questions? C'est vraiment pour chacune des questions. Est-ce que je vais avoir une bonne réponse? Est-ce que je vais avoir du feedback à chacune des questions? La réponse, c'est non. Ici, en immédiate, la réponse, c'est oui. Et tantôt, c'est ça, Marie-André, pour répondre à votre question, ici, chaque tentative complète la précédente. Ça répond ici. Lorsqu'on autorise un élève à refaire plusieurs fois un test et que cette option est activée, l'élève pourra commencer une nouvelle tentative à partir des résultats de l'essai précédent. Donc, ça répond vraiment à votre question. Si j'ai répondu à mes 5 questions, est-ce que je peux continuer? Oui? Moi, il me semble, en tout cas, d'après mon expérience, à moins que mes élèves n'aient pas protesté, c'est que c'est parce qu'à un moment donné, j'envoyais des tentatives, je permettais les tentatives illimitées. Ça fait que la personne arrivait, faisait un test, il y a 60 bon, il n'est pas satisfait. Il va refaire un autre test, puis un autre test, puis un autre test. Si chaque tentative complétait la précédente, c'est qu'à la deuxième tentative, les 60 qui ont bon, ils vont rester là, puis il y a juste à corriger ceux qui ne sont pas bons. Moi, je ne voulais pas ça. Moi, je voulais que chaque fois qu'ils recommencent une tentative, qu'ils recommencent à zéro, qu'ils remplissent même ceux qui avaient bon. Ça se peut-tu? OK. Il me semble que c'était ça là, ici, que j'avais interprété. Qu'est-ce que vous mettiez ici dans le paramètre? Dans chaque tentative complète la précédente? Je marque non, mais on entend par tentative un coup qu'ils l'ont envoyé. Si j'ai juste une tentative, ça n'a pas d'importance, mais si je demande 2 tentatives, c'est-à-dire la première fois, il a fait toutes ses réponses au pif, il y en a eu la moitié de bonnes, il n'y a pas besoin d'y répondre une deuxième fois à la deuxième tentative. Moi, c'est de même, je l'ai interprété. Ah oui, c'est ça. Refaire plusieurs fois. Oui, mais il y a ça aussi. Il y a ça aussi là, qu'il faut prendre en compte, c'est la méthode d'évaluation. C'est que la note la plus haute, la note moyenne, si ici on coche dernière tentative, ça va toujours être la dernière qui est envoyée. Si on met la note la plus haute, puis qu'on lui met 3 tentatives, il va pouvoir le refaire pendant 3 fois, puis ça va être sa note la plus haute qui va être gardée. Il y a ça aussi, là. Puis là, ça, c'est une excellente question, mais je vais vous avouer sincèrement que ce paramètre-là ici, moi, je n'ai pas l'occasion de jouer avec. Il faudrait que je le laissais. Il y a ça qui est probablement tributaire de ça ici et de ça ici, là.
Moi, d'après ce que j'ai essayé, là, je n'offre plus là, les tentatives illimitées. Là, j'ai changé de stratégie. Là. Mais chaque tentative complète, c'est ça, c'est après ce qu'on appelle une tentative, c'est un coup qu'ils l'ont envoyé. S'il l'a envoyé une fois, c'est une tentative. S'il l'envoie 2 fois, c'est 2 tentatives. C'est une nouvelle tentative. Oui, c'est parce S'ils qu'ici, recommencent l'étudiant leur pourra deuxième, commencer une nouvelle tentative à partir des résultats de l'essai précédent. c'est ça, mais un coup, son essai envoyé. Là, je ne parle pas du moment où il interrompt son test pour une raison ou une autre, il quitte. Là, ça enregistre, là, comme tu nous as dit. Oui, oui. Là, il s'en va faire d'autres choses. Là, Quand le il va lendemain, il revenir, revient, il réouvre. Ça c'est correct, là, mais ça, je ne pense pas que c'est de ça qu'il parle. OK. Je pense qu'il parle du moment où quand tu as 2 ou 3 tentatives qu'ils peuvent faire, il faut qu'ils Mais repartent à en zéro. fait, chose certaine, c'est que si ici vous cochez non, puis que j'ai juste une tentative, il pourra pas. Oh, ça n'a pas rapport, ça. En fait, non, c'est ça. C'est que si vous cochez non, il ne pourra pas conserver ses réponses. Je suis à peu près certaine de ça. Mais il Ouais, faudrait le vérifier, ouais. vraiment. Mais s'il y a juste une tentative, ça ne change rien, ça, que ce soit oui ou non. Non, exact. C'est pour ça OK. que probablement que c'est pour ça qu'il est caché ici, puis qu'il y a très peu de gens qui vont voir ça, puis cocher oui ici. Là. Parce que c'est vraiment ici le nombre illimité, puis la dernière tentative. Ouais. Mais moi, j'ai déjà participé à des tests, là, puis c'est sûr que quand on met la note la plus haute, on peut le refaire plusieurs fois, puis on s'assure qu'on va avoir la note la plus haute possible. Ouais. Est-ce que je peux me permettre, la raison pour laquelle j'ai enlevé les tentatives illimitées, là, il y avait un petit malin dans mon cours qu'il faisait, il y avait tentative illimitée. Là, il ouvrait son test, puis il le refermait. Il ne faisait rien, il écrivait des niaiseries. Bon, il l'ouvrait. Autrement dit, il prenait son test, il prenait genre 30 secondes, il le refermait. Là, oups, il y avait la rétroaction a posteriori. Fait que là, il voyait toutes les réponses. Là, il réouvrait, vu qu'il avait droit à plusieurs tentatives. Puis là, il les avait, toutes ces réponses. Floc, 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 il les marquait. Petit malin. En fait, petit malin, ici, ben c'est sûr que là, ça pénalise tous les autres, mais c'est ici que vous avez une marge de manœuvre intéressante. C'est quand vous cliquez ici sur les options de relecture. D'accord? Et que vous avez une rétroaction en posteriori. Vous voyez ici, je n'ai pas de possibilité, c'est tout grisé parce que j'ai mis a posteriori. Si j'avais mis immédiate, ici, j'aurais eu des possibilités. J'aurais pu lui donner une réponse juste, j'aurais pu lui donner une rétroaction générale, une rétroaction spécifique, les points qu'il a eus, etc., etc. Ici, c'est tout grisé parce que c'est a posteriori. Mais a posteriori, c'est immédiatement après la tentative, c'est probablement ça qui faisait votre petit malin. C'est qu'en ouvrant le test, il aurait fallu, si je ne veux pas qu'il fasse ça, il aurait fallu que je décoche tout ça. À ce moment-là, il y aurait eu seulement à savoir si sa réponse est même pas, il n'y aurait même pas eu ça. Si je décoche tout ça, j'aurais pu juste lui laisser les points, lui dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Je n'aurais pas donné de feedback global. Ça, c'est plus tard, quand le test est encore ouvert. Puis après la fermeture du test, ça, mes profs, souvent, ils vont laisser ça. Même s'ils laissent une rétroaction a posteriori, c'est qu'ils veulent quand même que l'élève, il finisse par avoir ses bonnes réponses quand même, puis qu'il puisse voir. Donc, après la fermeture, il va pouvoir avoir la rétroaction spécifique, la réponse juste, puis un feedback. Ça, c'est quand le test est fermé, puis que je ne peux plus, comme étudiant, faire aucun essai. Est-ce que vous comprenez la nuance? C'est très, très subtil ici, là, les options de relecture, et c'est ça qui, si je mets immédiat, j'espère que là, Moodle ne me fera pas mentir, ben c'est ça. Si je mets immédiat, vous regardez, dans le fond, pendant la tentative, je peux avoir tout ça. Après la tentative, je peux décider si je laisse ou pas. Immédiatement après la tentative, plus tard, quand le test est encore ouvert, j'ai une marge de manœuvre ici. A posteriori, c'est sûr que je vais tout perdre mes choix
qui sont cochés pendant la tentative. Fait que moi, je pense que votre petit malin, c'est ça qu'il faisait. Ça répond à la question? Parfait. Apparence, ben ça, c'est tout simplement pour, dans le fond, c'est la note là, que vous voulez que vos étudiants reçoivent. Si vous voulez un chiffron, vous ne mettez pas de décimale. Restrictions sur les tentatives supplémentaires. Je ne vais pas ici parce que si vous voulez donner des restrictions, pas des restrictions, mais des dérogations d'utilisateurs, ce n'est pas ici qu'on va aller. Par exemple, si vous vouliez donner plus de temps à un usager ou lui permettre de le faire au service adapté le lendemain, ce n'est pas ici que vous allez le faire, c'est dans la restriction. Restreindre l'accès, puis achèvement d'activité. Achèvement d'activité sur un test, c'est intéressant de le mettre. Donc, quand les conditions sont remplies, bien entendu, et de demander que les élèves reçoivent une note. Tantôt, je vous ai parlé de la note de passage. Vous vous souvenez ici, là? Une note. La note pour passer, si vous mettez 60% ici, puis que vous dites que c'est la note qu'il faut pour passer, et que vous exigez que les élèves reçoivent une note pour terminer cette activité, vous pouvez même exiger que ça requiert la note de passage. Mais il faut lui donner une note de passage à Moodle. Ça marche? Alors ça, c'est les paramètres de mon test. Mon test, il est paramétré, il n'est pas construit, il est paramétré, donc je suis prêt à aller construire mon test. Enregistrer et afficher. Et là, une fois que c'est fait, j'arrive sur cette page-là. Ça, c'est un peu désarmant. Mes profs, quand ils voient ça, qui n'ont jamais construit de test, ça les désarme un peu. Là, ils ne savent pas trop où aller. Bien, il faut simplement aller dans « Modifier le test ». Aucune question n'a encore été ajoutée. Et là, je peux... encore là, j'arrive sur une page qui est vraiment un peu désarmante parce qu'elle est vide. Donc, la note, est-ce que mon test, il sera sur 50, il sera sur 100, il sera sur 10? Peu importe la valeur de chacune des questions que vous allez mettre, Moodle va vous faire le calcul pour considérer que votre test, il est sur 10. Si vous paramétrez votre carnet de notes, et que vous voulez que cette note-là soit directement associée au carnet de notes, bien, vous mettez la même valeur que dans votre carnet de notes idéalement. Ici, vous avez encore un mélangé qui est ici, là. Puis regardez, c'est ici que vous mélangez vos questions. Si ce réglage est activé, à chaque tentative du test, l'ordre des questions dans cette section sera mélangé. Autrement dit, chaque fois que l'élève va faire le test, les questions ne seront pas dans le même ordre. Et si dans les paramètres, vous avez décidé de mélanger les choix de réponse, ça va être mélangé aussi. Ça, on le dit aux élèves. On dit, attention, plagiat. La question 1 de Marilyn n'est pas la même question 1 que Julie. Et même si c'était la même question, les choix de réponse de Julie ne sont pas dans le même ordre que les choix de réponse de Marilyn. On leur dit. Fait que oui, on peut se permettre de modifier les questions. Ajouter. Alors là, vous avez le choix d'ajouter une question ou une question de la banque de questions ou une question aléatoire. Donc, je dis toujours à mes enseignants, quand vous construisez un test et que vous n'avez pas encore construit une banque, chaque fois que vous allez mettre une question, cette question-là, par défaut, elle va s'en aller dans votre banque de questions. Donc, on va s'imaginer que ma banque de questions, elle est vide. Donc, je vais ajouter une question. Et là, vous avez toutes ces possibilités-là de choix de questions. OK? Celle que je vais voir aujourd'hui, je vais voir appariement.
aléatoires. Tout ce qui est calculé, je ne les vois pas. Choix multiple, c'est assez simple. Close, j'ai un petit mot à vous dire là-dessus. Composition. Composition, c'est le seul type de question qui ne se corrige pas toute seule, que vous devrez corriger vous-même. Mais encore là, c'est quand même très intéressant d'utiliser la question de composition dans Moodle plutôt que dans les devoirs. Je vais vous montrer le glisser-déposer sur texte, glisser-déposer sur image, réponse courte. Ça vous convient? Supposons que je choisis une question d'appariement. Donc, je dis à Moodle, je choisis de faire une question d'appariement. Il va me présenter l'interface pour une question, pour construire une question d'appariement. Et là, vous regardez ici, catégorie. Je vous disais tantôt, chaque fois que vous mettez une question, il va la mettre dans votre banque de questions. Puis votre banque de questions, vous pouvez la paramétrer comme vous voulez. Alors, si vous regardez ici, par défaut, il va mettre la question dans la catégorie qui s'appelle le nom de votre cours. Mais vous auriez pu, dans le fond, en fait, vous pouvez la laisser dans le nom de votre cours, mais regardez ici, j'aurais pu aller chercher d'autres. Ça, c'est toutes des questions qui sont dans d'autres banques. OK, j'ai une banque de 61 questions dans un cours de biologie, j'ai une banque de 16 questions dans un cours de loisirs, puis j'ai une banque de 6 questions. Donc, je lui dis, c'est correct, mets-moi ça dans la catégorie défaut. Le nom de la question, c'est pas, c'est pour vous. Oui, excusez-moi, Marie-André, oui. Au sujet de la banque de questions, là, je vois que tu as des questions dans plusieurs cours. C'est des cours que toi, tu donnes? Oui. Parce que moi, je ne peux pas savoir parce que moi, je donne un seul cours. Ça fait que j'ai ma Oui. banque de questions dans mon cours, mais ça veut-tu dire que si je donnais un autre cours que celui que je donne, j'aurais accès, si je demande de ma banque de questions, j'aurais accès à toutes mes banques de questions de n'importe quel. Absolument. Absolument. Toujours. Okay. Chacune des questions qu'on fait s'associe au titre du cours. Puis, tous les profs associés, si vous donnez 3 cours, toutes les questions que vous allez avoir faites dans chacun de vos cours vont être répertoriées par défaut dans la catégorie du type de cours dans chacun de vos cours. OK. Puis l'autre prof qui donne... L'autre prof qui donne le même cours, lui, là, on ne savait pas trop comment s'organiser. Ça fait que je l'ai mis comme enseignant dans mon cours à moi, puis on a tout envoyé ses élèves dans mon cours. C'est parfait. C'est parfait. Sinon, on peut, l'administrateur peut importer, par exemple, si Marie-André dit, ben Marilyn, elle aurait le droit d'avoir ma banque de questions. Évidemment, il faut avoir une permission, là. Je pourrais, si Marie-André m'autorise, ben, je pourrais importer la banque de questions de Marie-André dans mon cours. Comme ça, vous et moi, on pourrait avoir chacun notre cours, mais on pourrait se partager une banque de questions. OK, ouais. Ce qui n'était pas pratique, c'est que le cours n'était pas fini de monter. Ça fait qu'au fur et à mesure que je le montais, ben, tant qu'à faire une importation vers son cours, on s'est dit, on va tout mettre ça dans le même cours. Puis... C'est ça. C'est ça. Donc, mais je dis à mes enseignants, ce qui est important de retenir dans ça, c'est que chaque fois que tu construis une question, donne-toi la peine de la construire comme il faut, bien la structurer parce qu'elle reste dans ta banque de questions et elle sera toujours réutilisable d'un cours à l'autre ou d'un prof à l'autre si tu choisis de la construire, de la partager. Bon. Là, comme chacune des questions qu'on fait se place directement dans la banque de questions, vous voyez ici le nom là, de la question. Là. Mais donnez-lui un nom qui est caractéristique là, pour pouvoir la retrouver. Parce que si un jour vous avez 500 questions, appariement, ce n'est pas assez précis. Fait que là, je sais que je vais faire appariement parti politique. D'accord? Donc, le texte de la question. Donc, je vais dire associer parce que c'est une question d'association.
associer le chef à son parti. Donc, je vous rappelle, je suis en train de faire une question d'appariement. Voilà. Vous saviez ici, je le répète toujours parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas, que si vous cliquez sur le petit clavier, vous avez toutes sortes de possibilités. Donc, vous pouvez mettre vos questions en plus gros. Vous pouvez, ici, je veux chef, je veux que l'élève soit conscient de l'importance du mot chef. Donc, je peux mettre en gras, je peux surligner. Je peux ajouter des images, des fichiers joints à l'intérieur de mes questions. Maintenant, ici, la question générale est associer le chef à son parti politique. Donc, ici, je vais lui donner différentes associations qu'il peut faire. Par exemple, si je mets Parti conservateur du Québec, il faut que je lui donne tout de suite la bonne réponse. Donc, Adrien Pouliot. Voilà. Ici, je vais être stratégique. Je vais mettre Parti québécois. Et je vais mettre qui est le chef du Parti québécois. Paul Saint-Pierre. Oups, Plamondon. Mais pourquoi j'insiste là-dessus, c'est, regardez, je veux être stratégique, non pas pour piéger mes élèves, mais pour utiliser la question d'association à bon escient. Je veux que l'élève ait lu l'actualité. Donc, ce que je vais faire ici, je vais ajouter 3 emplacements supplémentaires et je vais ajouter, par exemple, ici, je vais ajouter Pascal Bérubé, qui va apparaître dans ma liste d'associations. Comprenez-vous là où je veux en venir? Ici, je vais ajouter un dernier, Coalition Avenir Québec. Oups. Donc, Coalition Avenir Québec. Je vais mettre François Legault. Et je vais mettre ici un autre choix. Je vais mettre Dominique Anglade. C'est sûr que si vous mettez juste le nombre de mots à associer au nombre de questions, ça devient trop facile. Puis vous n'allez pas chercher vraiment la capacité de l'élève à... C'est ça. Anglade. Voilà. Je vais revoir ma question. La note par défaut, ben, ça ici, ça n'a pas d'importance, vous pouvez mettre la note que vous voulez. Comme je vous expliquais, Moodle va toujours considérer que votre test est sur 10. Donc, enregistrer les changements pour rentabiliser le temps, tandis que Moodle cherche. J'ai ouvert déjà un autre onglet. Ça va me permettre d'avoir le temps de tout vous dire. Je vous montre d'ores et déjà la différence d'une petite question qui a été faite avec H5. Donc, vous voyez déjà la différence de présentation. Là. Bon, outre le fait que ici, c'est un bandeau, mais vous voyez déjà la différence de que c'est beaucoup moins beau les tests de Moodle. Ça, c'est un test qui a été fait avec H5P. L'intérêt de ça, j'espère que ça ne coupe pas quand je vous parle parce que ma connexion Internet me dit que c'est instable. Ça a coupé. Ça coupe, hein?
L'avantage de Je reviens ici. L'avantage de ça, c'est que moi, j'utiliserais H5P pour faire du formatif et pour encourager mes élèves en période où ils sont moins intéressés, où la matière devient plus difficile. Parce que paramétrer des jolis tests comme ça dans H5P, c'est pas si compliqué, mais c'est quand même du travail supplémentaire. Et H5P, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un plugin qui est intégré à l'intérieur de Moodle et que vous ne pourriez pas, à moins que je n'ai pas tout exploré comme il faut, c'est que vous ne pourriez pas tenir compte de la note que H5P vous donne, par exemple, dans un carnet de notes, parce que c'est un plugin supplémentaire qui est attaché à Moodle. Donc, par exemple, si je vais ici, je fais afficher la réponse et je suis tombée sur la bonne réponse déjà. Donc, normalement, s'il y avait eu une autre question, j'aurais pu aller à l'autre question. Donc, bon, j'ai perdu mon Moodle. Je vais essayer d'y retourner. Sauf que là, j'ai peur que ça n'ait pas été enregistré. Alors, vous avez vu là, ici, dans H5P, c'est beaucoup plus joli, là, la présentation. Ça, je l'utiliserai en formatif. Je vais aller rechercher le cours dans lequel j'étais en train de travailler avec vous. On avait fait une question d'appariement. Je vais aller voir s'il l'a gardé. Faire le test. Bon, il y a une question. Il n'a pas gardé ma question sur les partis politiques. J'ai perdu ma question. Mais bon. Donc, vous voyez dans le fond, tantôt, je vous ai montré comment faire une question d'association. Regardez ici, identifiez la définition au bon mot correspondant. Regardez ce que je vous expliquais. C'est que pour 2 définitions, j'ai 3 choix. J'en aurais peut-être ajouté 2 autres. Vous comprenez? Donc, c'est ce que ça donne en termes d'association. Terminer le test. Si j'ai mis quelque chose a posteriori, ça va simplement m'indiquer, si je fais envoyer ici, ça me met en garde, ça me dit, et vous voyez, dans le fond, ici, j'ai probablement mis, je l'ai paramétré avec vous. Tout à l'heure, le test, j'ai mis une rétroaction a posteriori, une fois que le test est encore ouvert. Donc, ça m'indique que j'ai eu une bonne réponse. Ça m'indique chacun de mes choix de réponse ici. Et ça confirme ma réponse ici, puis j'ai eu 10 sur 10. Si j'avais demandé a posteriori, puis que j'avais tout décoché lorsque je vous montrais tantôt, Marie-André, ici, j'aurais eu simplement ma note. Je n'aurais rien eu de vert ici. Bien évidemment, si j'ai juste une question puis j'ai 10 sur 10, je sais que ma réponse est bonne, là, mais je n'aurais rien eu de vert ici. Et ici, ça aurait été grisé. Donc, je reviens à faire des tests. Appariement à réponse courte. Comme j'ai manqué de temps un petit peu, je vais passer par-dessus celle-là. Appariement à réponse courte. Vous pouvez faire des questions d'appariement à réponse courte si vous avez beaucoup de questions justement à réponse courte dans votre texte. Ce que ça va faire, c'est que Moodle, il va aller chercher toutes les questions à réponse courte. Il va vous demander combien de questions d'appariement tu veux faire. Il va vous les faire de manière automatique. Tout simplement. Glisser-déposer sur du texte. Je vous montre
à quoi ça ressemble et après ça, je vous montre comment faire une question. Alors, quand je fais un glisser-déposer sur du texte, c'est extrêmement lent cet après-midi. C'est que je vais à l'intérieur d'un texte, là ici c'est une question qui a été faite comme ça, c'est que associer les principaux freins à la créativité, c'est le son. Et là, j'ai émotionnel, culturel, perceptuel. Normalement, j'aurais des zones, là. Ah, voilà, ça vient d'apparaître. Et là, ici, ce sont mes choix de réponse. Donc, quels sont les freins qui sont perceptuels? Donc, Marie résiste au changement. Marie n'est pas motivée, et ainsi de suite. D'accord? Le paramétrage de cette question-là fait que le nombre de mots que j'associe, que je déplace dans du texte, puis là, vous remarquez, ça pourrait être un gros texte, là, un très long texte avec juste des petits mots à déplacer. C'est que si vous regardez, les enseignantes qui ont fait cette question-là, ils ont mis juste le bon nombre de mots pour le nombre d'espaces et ils n'ont pas prévu que ces mots-là pouvaient être réutilisables. C'est assez simple comme question. Donc, si je reviens à glisser-déposer sur du texte, je vais vous montrer comment construire ce genre de questions-là. Donc, je vais aller glisser-déposer sur du texte. Je voudrais ajouter une question pour vous montrer comment en faire une. Voyons. Glisser-déposer sur du texte. Je veux modifier le test. Voici. Il y a déjà une question qui est ajoutée. C'est celle que je vous ai montrée là, avec Marie, les perceptuels, sensoriels et tout. Je vais ajouter une question. Donc, glisser et déposer sur du texte. Les mots manquants dans le texte de la question sont comblés par un glisser-déposer. Donc, je vais faire ajouter. Et là, je vais l'appeler, pour la retrouver facilement dans ma banque de questions, je vais l'appeler glisser-déposer Victor Hugo. Et là, je vais chercher mon texte. Je vais prendre ça ici, par exemple. Ça pourrait être n'importe quelle notion là, que vous voulez, que vous avez enseignée. Je vais coller mon texte ici. Donc, ça, c'est le texte à l'intérieur duquel je voudrais que les élèves fassent des glisser-déposer. Donc, dans le fond, c'est le mot que je veux qu'il soit remplacé. Supposons que c'est théâtre. Je vais aller enlever théâtre. Je vais mettre théâtre ici. Et si vous n'avez pas le petit symbole, là, vous allez faire un copier-coller. Copier. Et dans le fond, je vais le copier ici.
c'est tout simplement d'indiquer à Moodle que le mot numéro 1 dans le texte, ici, c'est le 1 que je veux mettre. Il faut vraiment respecter les deux petits crochets. Donc, O, ici, si vous regardez ici, donc le 1, ça va être théâtre, le 2, ça va être ce que vous voulez, là. OK, donc, je vais en mettre juste un deuxième ici, romantisme. Romantisme français, ça va être le 2. D'accord? Je vais aller mettre ici romantisme français, ça va être le 2, CTRL-V. Et vous pouvez mélanger ça. Vous pouvez, si vous choisissez différents groupes, c'est que supposons que je mets théâtre en A, puis je vais faire exprès, je vais mettre romantisme en B, c'est que dans mes choix de réponse, là, dans les possibilités de glisser-déposer, ça va être de couleurs différentes. Et je vais faire exprès, je vais m'assurer que chacun des mots que je mets est réutilisable. Je vous montre ce que ça donne. Vous pouvez aller tout de suite prévisualiser ici. Regardez ce que ça fait. C'est que je peux, par exemple, théâtre ici, puis romantisme ici. Parce que j'ai choisi de mettre... On ne voit pas. On est encore sur la modification du test. Ah oui? On voit les deux questions, mais on n'a pas vu ta question ouverte. Ton visualisé, je pense qu'il ouvre dans un pop-up, puis c'est ça qu'on ne voit pas. Ah, d'accord, d'accord. Une chance que vous me l'avez dit. Bon, ben à ce moment-là, je vais aller par ici. Je vais aller dans glisser-déposer sur du texte. Faire le test. Vous me suivez toujours? Oui. La question 1, je l'ai faite tantôt. Je vais aller faire la question 2. Voilà ce que ça donne. Là, évidemment, elle n'est pas belle, là, la question, parce que j'ai été vite avec vous, là. Mais le fait de changer les couleurs A et B, ce que ça fait, dans le fond, c'est que, je ne sais pas, moi, supposons que vous, Marie-André, je le sais que vous travaillez, par exemple, avec des plans. Bon, ben si j'avais à faire, à travailler avec des structures en métal, j'utiliserais une couleur, des structures en bois, j'utiliserais une autre couleur, et ainsi de suite. Si je veux. Sinon, ce que je peux faire, je peux changer juste la même couleur, puis faire en sorte que... Là, vous avez remarqué que pour romantisme, j'ai demandé qu'il soit réutilisable. Fait que ça donne un gradient de difficulté supplémentaire parce que l'élève, il ne va pas juste y aller par élimination. Romantisme, il peut aller là, puis il pourrait aller là aussi s'il était de la même couleur. Vous comprenez la nuance? Donc, glisser, déposer sur du texte, c'est ça que ça donne. Glisser, déposer sur une image, c'est hyper intéressant et très, très puissant comme possibilité. Donc, je vais aller ici vous montrer comment construire une question de glisser, déposer sur une image. Évidemment, pour faire ça, ça vous prend une image de qualité que vous aurez au préalable traitée et enregistrée sur votre poste de travail et que vous allez utiliser comme image de fond. Donc, pour la question glisser, déposer sur une image, on a oublié un petit détail. Donc, voici la façon de procéder. Ajouter une question, choisir glisser, déposer sur une image, ajouter.
identifier la question pour qu'elle soit facilement repérable dans ma banque de questions. Donc, identifier les structures sur l'image ci-dessous. Je vais ajouter l'image du cerveau que j'ai préalablement travaillé. Vous pouvez ajouter des JPEG, des PNG, déposer ce fichier. Maintenant, éléments à glisser. C'est ici. Texte à glisser, déposer. Vous allez mettre votre texte ici. Donc, lobe frontal. Texte à glisser, déposer. Lobe pariétal. Texte à glisser, déposer. Lobe occipital. Et je vais en mettre un quatrième. Texte à glisser, déposer. Cervelet. Dans zone de glisser-déposer, je vais simplement choisir ce que j'ai préalablement inscrit dans texte à glisser-déposer, enregistrer et continuer les modifications. Et voilà, les mots que j'ai à placer apparaissent maintenant au bon endroit. Je peux les déplacer sur les zones appropriées et vous voyez ici qu'elles se sont par défaut géolocalisées en quelque sorte. Enregistrer les changements. Et voilà, ma question est prête. Je pourrais aller tester ce test-là qui est glisser-déposer sur une image, faire le test. Je vais tout de suite aller à ma question du cerveau. Voici mes images et mes morceaux de texte à déplacer. Donc, je rappelle qu'il est important quand on va dans modifier la question, il est important de bien sélectionner ici dans éléments à glisser, déposer, non pas image à glisser, déposer, mais texte. Et c'est ça qui va vous permettre, après, quand vous allez arriver dans zone de glisser, déposer, de pouvoir géolocaliser vos différents petites étiquettes. Si je continue, je vous montre une question de composition. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne dans le fond. Une question de composition, comme je vous disais, elle ne peut pas être corrigée automatiquement. Donc, il faut que l'enseignant ait lui-même la corriger. Donc, évidemment, l'élève n'aura aucune note à la fin quand il envoie son texte. C'est la présentation que ça donne. Donc, explique l'état d'esprit d'Alexander, super vagabond, quand il tue l'orignal. Et là, si vous voulez qu'il fasse attention à la langue, vous pouvez le mettre.
Et ce que ça donne, ben, c'est vraiment une zone de saisie, c'est-à-dire qu'on peut y aller avec une question assez complexe dans laquelle l'élève pourrait faire des citations, il peut mettre entre guillemets, il peut ajouter des images, il peut mettre en gras, il peut faire dans le fond de la mise en forme de son texte. Puis quand il a terminé, ben, il fait tout simplement terminer. Tout envoyé et terminé. Puis là, ça me dit que je n'ai pas encore répondu. Et voilà. Mais là, c'est très facile pour Moodle de dire que j'ai 0 parce que j'ai absolument rien mis. Mais si j'avais mis quelque chose, c'est sûr que ça demande une correction manuelle. Là. OK? Parce que c'est une question de composition. Les réponses courtes, il faut faire attention parce que il faut s'assurer que comment je dirais bien ça? Que l'orthographe est respectée et il faut prévoir, si on veut, les fautes des étudiants. Donc, je suis une cellule. Là, vous remarquez, là, la prof, là, ici, là, quand elle a fait cette question, elle a souligné ici, là. Je suis une cellule de l'épiderme qui offre un obstacle. Donc, dans son choix de réponse, il faut absolument que l'élève mette la bonne orthographe. Ça, c'est la question d'une de mes enseignantes. Je vais aller voir la mienne. Ah, ici. Quel pays est représenté par ce drapeau? Alors, dans mes paramètres, j'ai mis que si l'élève répond Cuba avec un C majuscule, il a tous ses points. S'il met Cuba avec un C minuscule, il a seulement 90 %. Donc, comment on fait pour faire une question comme ça? C'est très simple. Je vais en ajouter une. Question, comment on appelle ça donc? Réponse courte. J'en profite ici pour vous dire réponse courte puis réponse courte de type expression régulière, c'est que c'est la même chose, ces deux-là, mais celle-là, vous allez donner des indices à vos élèves. Alors qu'ici, il répond tout simplement à la question. C'est très peu utilisé. Moi, je ne l'utilise presque pas, puis mes enseignants n'aiment pas ça non plus. Donc, réponse courte. Qui est... Oups, excusez. Qui est le président de la République française? Là, en fait, j'écris ma question comme ça au hasard, puis déjà, je trouve que je n'ai pas choisi un bon type de question. Si j'avais à poser cette question-là, je n'aurais pas choisi une question en réponse courte parce que le risque d'erreur est trop grand. Emmanuel Macron. Vous remarquez, là, il y a 2 M à Emmanuel, donc s'il en met rien qu'un, il aurait fallu que j'en tienne compte dans mes réponses. Ici, là, non sensible à la casse, vous devez toujours cocher ça pour faire en sorte que s'ils ne mettent pas les majuscules, les minuscules, donc Moodle n'en tiendra pas compte. Si c'est Emmanuel Macron comme ça, c'est 100 %. Si c'est, et là, vous devez prévoir tous les cas de figure. C'est ça que les enseignants aiment plus ou moins de ce type de questions-là. Et vous pouvez mettre autant de tentatives, là, pas de tentatives, mais de choix de réponse que vous voulez. Réponse 2, ben s'il m'écrit juste Emmanuel, pas de M, oui, Marie-André? Dans ce type de questions-là, même si Moodle le corrige automatique, est-ce qu'il y a moyen de retourner puis manuellement aller corriger? Toujours. Toujours. Okay. Toujours. Pour tous les types de questions. Mm-hmm. Donc, c'est un peu, tu sais, c'est pour ça que je dis souvent
aux enseignants, quand vous entrez dans la création d'un test de Moodle, vous avez beaucoup de possibilités de types de questions. Ce qui est intéressant pour un élève, c'est d'avoir une variété de questions, mais vous voyez que, je pense que vous êtes d'accord avec moi, que cette question-là, j'aurais plutôt choisi un choix multiple plutôt qu'une réponse courte. Une réponse courte, mais celle de tantôt, le drapeau, ben, le drapeau, c'est Cuba. Fait que j'avais un C majuscule à prévoir puis un C minuscule à prévoir, point barre. Il n'y a pas d'autre possibilité, vous voyez? Fait qu'il faut faire attention quand on fait un choix de question. Et, bon, les questions, vous allez les voir apparaître, là, les questions qu'on appelle close. N'essayez pas de les faire. En fait, elles demeurent dans la liste des choix possibles, là, mais pour faire ça, c'est que ça prend un petit plugin supplémentaire. Je l'ai présenté à quelques enseignants. Il y en a qui s'amusent avec ça, mais il faut connaître le code HTML pour jouer avec les questions. Ça fait pas mal le tour des questions. Je voulais vous montrer un beau test qui est tout fait ici. Donc, ça, c'est un test avec une rétroaction immédiate. Donc, puis ça, c'est important parce que c'est du formatif, c'est un cours autoportant, il n'y a pas d'enseignant derrière ce cours-là. Donc, l'élève, il se prépare à un examen d'admission, il fait ce test-là pour voir s'il est prêt. Donc, voici un choix multiple. Et quand j'ai une rétroaction immédiate, c'est ça que ça fait. C'est que ça me permet de vérifier ma réponse. Ma réponse, elle n'est pas correcte. Je n'ai pas la possibilité de la changer. Vous remarquez? Mais au moins, j'apprends de mon erreur, c'est-à-dire que je peux voir c'est quoi la bonne réponse. Dans ce type d'examen-là, donc la tonalité majeure, ça, quel type de question c'est? C'est une question à réponse courte et c'est une question qui se prête bien à ça parce que la tonalité majeure qui possède 4 dièses à la clé, ben, c'est soit Fa comme ça ou Fa F-A majuscule. Là, je dis ça que c'est Fa, là, mais j'ai aucune espèce d'idée de ce que c'est. Et il ne m'a pas donné de réponse ici. Donc, le paramétrage de cette question-là, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Décidément. Je vais essayer la question 4. La gamme mineure qui possède 2 dièses à la clé. Karine? Mineure. Tu me prends des couilles. OK. Julie a la réponse. Ça fait trop longtemps. Ah, là, on dirait que j'ai été éjectée. Mais on peut répondre n'importe quoi. On peut dire... Oui, j'ai répondu. Mais là, c'est ça, c'est que j'ai été éjectée, là, probablement. C'est parce que je n'ai pas vraiment le droit d'aller dans ce modèle-là. Bien, en fait, peut-être aussi que c'est des réponses courtes, puis ça demande peut-être à l'enseignant d'aller corriger lui-même. Est-ce que ça se peut, ça? Ça se peut. Ça se peut. En même temps, c'est un test pour lequel il n'y a pas... Oui, mais là, c'est ça, c'est que... Regarde, tu vois-tu? Oui, c'est ça. Puis, en fait, oups, là, je suis sortie de partout. C'est que même si, c'est ça, c'est autoportant, puis même à ça, même si le prof peut aller lui-même corriger, normalement, il donne une piste, là. Donc, est-ce que vous auriez des questions pendant que j'essaie de me reconnecter à ce magnifique cours autoportant? Sinon, ça ferait le tour de ma présentation. Si je résume ça, là, dans le fond, c'est que quand vous créez un test, il faut
c'est ça. C'est le Moodle du Cégep de Sainte-Foy qui est craché. Il faut que vous soyez en mesure de déterminer qu'est-ce que vous voulez faire, à partir de quand vous voulez ouvrir le test, quand vous voulez le fermer. Est-ce que vous voulez avoir des rétroactions a posteriori ou des rétroactions immédiates? Ça sera à vous de voir. On dirait que j'ai tout perdu mon Internet. Donc, je vais arrêter mon partage et je vais prendre mes questions. J'ai Oui. une question. Rien. C'est à moi qui pose les questions. Quand je fais un test puis que c'est à moi à corriger ou j'ai quelques questions à corriger dans le test, je suis toujours obligée, ben en fait, parce que je ne sais pas comment, je suis obligée d'aller voir le questionnaire, puis qui a fait des tentatives, puis d'aller les corriger manuellement. Mais moi, je cherchais un moyen d'avoir une notification. J'ai trouvé une façon, mais là, il fallait que j'aille dans chaque questionnaire, puis il fallait que j'aille programmer des affaires. Je ne me rappelle même plus comment faire, là. Mais il n'y a pas un moyen juste de paramétrer les questionnaires pour que ça m'envoie une notification automatiquement quand j'ai quelque chose à corriger. Un questionnaire qui demande évaluation. Pour un devoir, c'est très facile de recevoir une notification. Pour un test, je vais t'avouer, Marie-André, c'est la première fois, je ne vois pas comment on pourrait être notifié. Parce que s'il y avait lieu, ce serait dans les paramètres du test qu'on pourrait demander une notification. Mais dans les devoirs, on peut. Puis souvent, la distinction entre devoir et test, quand mes enseignants me disent « Ah, ben je vais corriger, de toute façon, je vais corriger manuellement parce qu'ils choisissent des questions de composition. » Ben, s'ils veulent être notifiés, je vais les diriger vers l'activité devoir et je vais leur dire de le renommer examen. Ça va juste être le petit logo de la petite main au lieu d'être la page avec le X rouge, là, le check rouge. Mais l'élève, pour lui, ça va être la même affaire. Et à ce moment-là, vous êtes notifié. Puis, les notifications pour les devoirs, c'est hyper important. Nous, on a été en panne de notifications dans notre collège là, il y a quelques semaines et mes enseignants étaient dépourvus parce que chaque fois qu'un devoir était déposé, ils ne recevaient pas de notification alors qu'ils sont habitués à ça. Ça leur dit qu'ils ont 28 travaux à corriger. Ils veulent être notifiés. Puis, quand ils remettent les travaux aux élèves, si l'enseignant a choisi de notifier les élèves quand les travaux ont été remis avec une note, bien, les élèves aussi reçoivent une notification. Et ça, ils adorent ça. Mais pour les tests, je n'ai rien vu de tel sur les notifications. Si jamais, là, Marie-André, je trouve quelque chose sur notification test, je vous écris. Oui, OK. Ben, j'avais réussi, j'avais posé la question, je me demande si c'était pas, en tout cas, on m'avait répondu un truc sur un forum quelconque, là, oui, le forum de Moodle, là, des utilisateurs de Moodle, puis, mais ça avait l'air un peu compliqué, puis là, il a fallu que j'aille dans les paramètres avancés, puis ci, puis ça, en tout cas, une espèce de gossage, puis là, j'ai mis mon questionnaire numéro 7 avec des notifications. Ça marchait, mais c'est laborieux. Puis l'ennui aussi, c'est que, comme je t'ai dit, on est 2 profs sur le même cours. Bien, l'autre prof recevait aussi des questionnaires alors qu'on s'était entendu que c'est moi qui corrigeais tout là, pour les 2 groupes. Mais bon, c'est mineur, là, mais quand même, en tout cas, finalement, on n'est pas énormément d'élèves, fait que je prends la peine d'aller voir chacun de mes questionnaires, là, mais je pensais avoir une notification plus facilement accessible. Pour des tests. Ouais. Écoute, ça me fait encore quelque chose de plus à apprendre sur Moodle parce que ça me dit absolument rien. Mais je sais que, puis là, depuis tantôt, je vous parle, je ne suis pas capable de rentrer dans rien. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Heureusement, je n'ai pas perdu mon Zoom. Là. Mais je sais qu'on peut choisir les préférences de notification. Quand vous êtes dans Moodle, que vous allez à côté de votre photo, en haut à droite, vous avez une petite flèche, là, un petit menu déroulant, puis là, vous avez préférences notification. Ouais. Si vous allez là, vous pouvez paramétrer un
paquet de notifications à l'intérieur même de votre Moodle ou dans votre courriel. Ouais, ça, je l'ai vu, mais ça me semblait un peu complexe. Mais je me demande si c'était pas là-dedans. Je ne sais plus. Ben, j'ai réussi à le paramétrer juste pour le test numéro 7 spécifiquement et rien d'autre. Ben, en fait, il aurait fallu que j'aille dans chacun des tests individuellement pour le modifier, là. Attends, veux-tu que je partage mon écran puis que Hey, allez-y donc. Ah, je ne sais pas, Karine, si Madame Mongeau, elle peut partager. Oui? Oui, OK. Est-ce que tout le monde voit? Oui. Ah, ben oui, c'est ça dont je parle. OK, Oui. notification, exact. Bon. Devoir, bon, devoir, notre forum, leçon, PDF, test, Test. notification de... Ah, oui, OK. Hein? Puis là, qu'est-ce que vous avez si vous allez à test? C'est Ben, probablement là, là il y a que vous avez réussi. Oui. web puis courriel. Oui. Ben, test. Si vous allez ici, test, notification de réponse au test, normalement, vous êtes censé être notifié dans votre courriel, mais là, ce que vous me dites, c'est que vous ne l'êtes pas. Non. OK. À tout le moins, si vous étiez notifié, ou c'est rouge, là, vous pouvez l'activer. Voilà. Là, ce que ça va faire, c'est que si ça fonctionne, vous allez être notifié à l'intérieur. Bien là, ce n'est pas d'avance. Vous allez être notifié en haut complètement. Vous allez avoir sur la petite cloche, là, vous allez avoir des notifications. OK. Ben, je vais le laisser comme ça, puis on verra là, si j'ai des élèves qui viennent. Ça serait pour n'importe quel test, en fait. Oui. OK. Parce que là, si je m'en vais sur mon préférence, bon, je suis rendue où, là? Attends, je retourne dans mon cours. Je n'ai pas besoin de cocher rien dans un test en particulier, là. Si je prends mon... Écoutez, j'aimerais tellement ça qu'on aille voir dans les paramètres d'un de vos tests pour voir. Que je vais aller dans le 10 parce que le 10, ils sont supposés de le faire incessamment. Alors, ça, c'est mon questionnaire numéro 10, modifier paramètres. Paramètres. Ah, il est vraiment beau, votre Moodle. Bon, temps. Bon. Là, non, Si description. vous déroulez temps, note, feedback, il n'y a rien qui, c'est ça, il n'y a rien qui notifie quelque chose. C'est pour ça Non. que je suis. Parce que normalement, si on allait voir une activité où on peut demander d'être notifié, si on allait voir devoir, vous auriez dans le paramètre, vous auriez quelque chose sur les notifications. Mais là, il n'y a rien. C'est pour ça que ça m'étonne. Ouais, il n'y a pas de possibilité, là, apparemment. Non. Mais là, comme je vous ai montré dans les paramètres de notification, là, vous avez eu la possibilité au moins d'être notifié sur la petite clochette. Ouais. Bon, ben, je vais attendre puis je vais voir si jamais il y en a qui en font. Ils sont supposés de les faire d'ici lundi, fait que je devrais avoir une réponse éventuelle. On verra. Merci pour vos questions. Merci à Marilyn pour le bel atelier. Il va être effectivement là, sur l'accès aux membres sur www.fadio.net, l'accès aux membres, puis dans la section Moodle, on va retrouver cet enregistrement-là la semaine prochaine. Je ne sais pas si il y a d'autres gens qui ont des questions. Sinon, je vais arrêter l'enregistrement, puis on peut continuer l'expérimentation là, encore un peu.